Chapitre 4 Les prières de Narcissa. Partie 2. Régulus relut la lettre plusieurs fois. Il ressentait un mélange de joie intense et d'une tristesse tout aussi grande. Malgré certains désaccords qu'il avait avec Véra à propos des Moldus et de Voldemort, elle lui manquait cruellement, tout comme cette période de convalescence qui avait suivi l'attaque du pensionnat Wimbley, pendant lesquelles elle lui avait rendu visite quotidiennement pour soigner son bras blessé, accompagné par son adorable et distrayant petit Ravluc. Il s'était vu pour la dernière fois le jour où sa mère avait reçu cette fameuse lettre annonçant le départ définitif de Sirius, et depuis, personne ne s'était soucié de savoir si cette séparation l'avait affecté. Et voilà que Véra s'inquiétait de tout cela, des exigences de sa famille, de sa rentrée à Poudlard et des regards inquisiteurs des autres élèves. Comment faisait-elle pour savoir aussi précisément tout ce qui le tracassait? En repensant au sourire malicieux de Véra, à ses vêtements extravagants et à son visage couvert de taches de rousseur, Régulus sentit sa gorge se nouer. Comme il aurait aimé se retrouver face à elle, pouvoir lui parler rien que quelques minutes, lui confier ses peurs et ses doutes, écouter ses paroles, toujours bienveillantes, accueillantes, rassurantes. Il poussa un long soupir, puis replia la lettre avec d'infinies précautions et la plaça dans la poche intérieure de sa veste. Il regarda la deuxième lettre, destinée à Narcissa, et décida d'aller lui donner immédiatement, en main propre, et tant pis, si on remarquait qu'il avait déserté le salon. Après tout, Lucius ne l'avait-il pas encouragé à aller voir sa cousine? Il s'autorisa donc à monter dans les étages où se trouvait la chambre de Narcissa. Après avoir gravi plusieurs escaliers somptueux et parcouru quelques couloirs richement décorés, il trouva enfin la chambre. Il toqua prudemment à la porte et l'ouvrit doucement, mais il ne trouva personne, y compris dans la salle de bain. Les 2 pièces étaient désertes. En revanche, il eut un pincement au cœur en remarquant, sur la table de nuit de Narcissa, plusieurs livres de magie qui parlaient de l'incapacité de certaines sorcières à concevoir des enfants. Piqué par la curiosité, il ne put s'empêcher d'y jeter un œil, et il fut absolument consterné. Il était évident que les guérisseurs qui avaient rédigé ces livres ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient. Pour expliquer cette faiblesse, selon leurs mots, ils se contentaient d'accabler les femmes concernées de toutes les fautes, et les remèdes onéreux qu'ils proposaient pour y pallier semblaient tous inefficaces, voire dangereux. En pensant que sa cousine Narcissa avait lu ces discours nauséabonds, et sachant tout le chagrin que cette situation lui causait, Régulus sentit la colère gronder en lui. Tout en se reprochant intérieurement d'être aussi indiscret, Régulus jeta un regard autour de lui avant d'entr'ouvrir le tiroir de la table de nuit. « Oh, si, se désola-t-il. Plusieurs flacons de ces mêmes remèdes de charlatans, vantés par les ouvrages fallacieux qu'il venait de lire, remplissaient le tiroir de la table de nuit. Certains étaient vides, d'autres seulement entamés. Il se redressa, décidé à mettre sa cousine en garde contre ces escroqueries, et un peu inquiet de ne pas la trouver dans sa chambre. Par la fenêtre, il avait une vue splendide sur l'ensemble du domaine enneigé, jusqu'au lac gelé qui s'étendait à l'arrière de leur jardin luxuriant. Le tout était éclairé par le flavirier argenté, également appelé arbre de longévité ou arbre de vie, un arbre extrêmement rare, doté d'une écorce blanche et de feuilles argentées, d'où émanait une lueur réconfortante. Plongé dans la contemplation de cet arbre fascinant, Régulus fronça les sourcils. Malgré la neige qui commençait à tomber, il venait de distinguer une silhouette au pied de l'arbre, baignée dans le halo argenté qui se dégageait de ses feuilles et de ses fruits. Il ouvrit précipitamment la fenêtre et cria le prénom de sa cousine à plusieurs reprises, mais la silhouette resta immobile,
et le brouillard qui s'épaississait finit par la masquer à la vue de Régulus. Régulus regagna le couloir, descendit les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée et se rendit vers la cuisine à l'arrière du manoir, où se trouvait un accès direct au jardin. « Monsieur Régulus !» le reconnut l'elfe Lidélis en s'inclinant devant lui. Régulus l'enjamba sans répondre et se précipita vers la petite porte qui donnait sur le jardin, habituellement réservé aux elfes. « Monsieur Régulus, vous ne devriez pas !» Il n'entendit pas la fin de la phrase. Il était déjà dehors, où la neige crissait sous ses pieds et étouffait tous les sons. Il neigeait de plus en plus fort, et après quelques pas, il eut l'impression de progresser dans du coton. Tous les contours étaient brouillés, les sentiers qui parcouraient le jardin étaient ensevelis, et il s'enfonçait dans la neige jusqu'aux chevilles. Il ne distinguait plus que l'aura argentée de l'arbre une centaine de mètres devant lui. Puis, lorsqu'il s'en approcha, la silhouette qu'il avait vue depuis la chambre émergea du blizzard, toujours au pied du flavirier argenté. « Si !» appela-t-il en marchant vers elle à grands pas. La silhouette ne réagit pas, et Régulus accéléra le pas. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il constata qu'il ne s'était pas trompé, il s'agissait bel et bien de Narcissa. « Si !» répéta Régulus. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Narcissa ne réagit pas, comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle semblait avoir été envoûtée. Ses cheveux blonds étaient couverts de flocons, de la neige s'accumulait sur ses épaules et son regard absent flottait vers les branches lumineuses de l'arbre enchanté. « Tu vas attraper froid, » dit Régulus en lui prenant la main, alarmé. « Bon sang, tu es gelé. Tiens, mets ça. » Après avoir épousseté la neige agrippée aux vêtements de Narcissa, il s'empressa de dénouer le cordon de sa cape, la retira et la mit sur les épaules de sa cousine. Alors qu'il lui frictionnait le dos pour la réchauffer, Narcissa tressaillit enfin. Elle battit des cils, regarda Régulus un peu perplexe et sembla revenir des abîmes de chagrin où elle s'était perdue. « Reggie !» murmura-t-elle enfin. Régulus esquissa un sourire, soulagé, mais il ne put s'empêcher de remarquer à quel point sa cousine semblait mal en point. Elle était très pâle, ses joues étaient creusées, et surtout, ses yeux bleus et limpides exprimaient une telle tristesse que Régulus sentit son cœur se serrer. Il prit ses mains entre les siennes et entreprit de les réchauffer. « Je déteste Noël », souffla Narcissa. Régulus hocha la tête, contrit. Comme Narcissa, et comme Véral l'avait dit dans sa lettre, il gardait un souvenir affreux du cataclysme qui avait eu lieu 4 ans auparavant. Le départ brutal d'Androméda, la mort de Druella, et surtout, le chagrin de ses cousines. Et 3 ans plus tard, la destruction du pensionnat Wimbley avait encore accentué leur aversion commune pour cette fête. « Oh, si, je sais bien. C'est pour ça que je te cherchais. Je m'inquiétais. » Narcissa regarda de nouveau en direction du flavirier argenté, et Régulus craignit qu'elle ne s'enfonce de nouveau dans ses sombres pensées, mais elle s'adressa de nouveau à lui. « J'essayais juste de me souvenir de ma mère, » expliqua-t-elle d'une voix éteinte. « De sa voix, de son sourire, de son odeur. Elle nous racontait souvent la légende de cet arbre, et j'ai pensé qu'en me tenant près de lui, je pourrais avoir l'impression qu'elle est près de moi, aussi. Mais je ne sens rien. J'ai l'impression de l'avoir oubliée. » Elle se tourna de nouveau vers lui. « Est-ce que tu te souviens d'elle, toi ?» Régulus déglutit, embarrassé. Druella était déjà en mauvaise santé lorsqu'elle avait emménagé au square Grimore, et pendant les années qu'elle avait passées sous leur toit, Régulus avait eu très peu d'occasion de lui parler. Valburgal l'avait sévèrement mise en garde contre les mauvaises manières de sa tante et contre les terribles fautes qu'elle avait commises au cours de sa vie,
sans donner davantage de précision. Alors âgé de 4 ans, Régulus l'avait cru sur parole et avait décidé de se tenir à distance de Druella, dont la maladie était peut-être contagieuse et qui, de toute manière, semblait lui préférer Sirius, ce qui ne pouvait que confirmer les soupçons de sa mère. Il avait même nourri un certain ressentiment à son égard, lui reprochant jalousement de prodiguer à son grand frère une tendresse qui ne lui avait jamais été accordée. Tu sais, quand elle sortait de sa chambre, Sirius se précipitait pour lui parler. Alors, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de le faire, s'excusa-t-il penaud. Et je n'avais que 11 ans le jour où c'est arrivé. Narcissa hocha la tête, et Régulus vit qu'elle déployait des efforts surhumains pour ne pas pleurer devant lui. Ne sachant que dire pour la réconforter, il passa timidement un bras dans son dos. Narcissa posa sa tête sur son épaule et poussa un long soupir. Autour d'eux, tout était devenu blanc. Ils ne distinguaient plus les contours de l'arbre, dissous dans les tourbillons de flocons. En revanche, la sève argentée scintillait de plus en plus fort, de telle sorte que, lorsque la nuit fut entièrement tombée, on ne vit plus qu'un entrelac de filaments lumineux qui cheminait vers la cime de l'arbre, courait le long des branches et abreuvait l'ensemble des feuilles et des fruits. Ils restèrent longuement ainsi, le nez en l'air, à contempler ce spectacle étrange et fascinant. Ayant cédé sa cape à Narcissa, Régulus se trouvait à la merci du vent glacial, et pourtant, sans qu'il puisse expliquer pourquoi, il n'avait pas froid. Il voyait bien que le flavirier argenté ne souffrait aucunement des intempéries. Ses branches ne ployaient pas, et, malgré leur fragilité apparente, ses sublimes feuilles argentées restaient arrimées à lui, sans qu'aucune ne se détache. En étant davantage attentif à ce qu'il ressentait, Régulus perçut une légère vibration qu'il n'avait pas remarquée initialement. Le halo de l'arbre faisait miroiter l'air autour d'eux, et une pulsation régulière montait du sol, de plus en plus présente au fur et à mesure que Régulus se concentrait sur elle. En regardant de nouveau la sève argentée, il remarqua qu'elle circulait par à-coups, au rythme de ses pulsations. « Tu le sens toi aussi ?» demanda Narcissa. Régulus acquiesça, fasciné. Il se dégageait de cet arbre une puissance insaisissable, à la fois douce et menaçante, réconfortante et intrigante, redoutable et fragile. « C'est très étrange, » admit-il en suivant du regard les battements scintillants de la sève. « On dirait que cet arbre ressent notre présence. » Exactement. Narcissa s'approcha prudemment du tronc et avança sa main devant elle pour le toucher. Lorsque ses doigts se posèrent sur l'écorce blanche, la lumière argentée s'intensifia et Régulus dut baisser les yeux quelques instants avant de pouvoir la regarder de nouveau. Lorsqu'il releva la tête, Narcissa avait les yeux clos, une main posée sur l'écorce. Elle avait placé son autre main sur son ventre. « Je viens ici tous les jours, » avoua Narcissa. « Je sais que l'origine présumée de cet arbre n'est qu'un conte pour enfants, mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il peut m'entendre malgré tout et me venir en aide. » Régulus mit quelques instants à comprendre ce que Narcissa voulait dire. Après quelques efforts, il se remémora la vieille légende à laquelle elle faisait référence. La vie et la mort, elles-mêmes, se disputant le sort d'un mortel, avaient brisé le sablier qui représentait le cours de sa vie. Le sable argenté qu'il contenait s'était alors dispersé sur la surface de la terre, et les quelques grains qui n'avaient pas été mangés par des chevaux, les transformant ainsi en licornes, s'étaient enracinés et avaient donné naissance à ces grands arbres brillants, à la sève étincelante et aux fruits
en forme de sablier. Évidemment, il ne s'agissait que d'une légende qu'on racontait aux enfants, mais l'extrême rareté de ces arbres et les pouvoirs mystérieux qu'on leur attribuait intriguaient grand nombre de sorciers. Quant à Narcissa, Régulus venait de comprendre ce qu'elle attendait, que cet arbre, irrigué par la vie, fasse naître au creux de son ventre le petit être qu'elle espérait tant. « Je sais bien que c'est idiot, » souffla-t-elle, « mais c'est le seul espoir qu'il me reste. » Régulus s'approcha d'elle avec prudence et posa à son tour sa main sur l'écorce, qui était étonnamment tiède. « J'ai lu les livres que tu lisais, » dit-il doucement, « dans ta chambre. » Il se sentait affreusement mal à l'aise. Il avait 6 ans de moins qu'elle et ne se sentait aucunement légitime pour lui dicter sa façon de vivre. Cependant, il refusait de rester sans rien faire devant cette détresse si profonde. « Tu sais, tu ne devrais pas lire ce genre de livres. Ils ne contiennent que des mensonges, et toutes ces potions, ce sont de véritables poisons. Je sais que tu es prête à tout pour obtenir cet enfant, mais tu vas te rendre malade, et cela ne t'aidera en rien. » « Je sais, » répondit Narcissa de plus en plus bas. Elle semblait si triste que Régulus se sentit obligé de la prendre maladroitement dans ses bras, et cette fois-ci, Narcissa ne put retenir ses larmes. « Pourquoi moi, Régie ?» sanglota-t-elle contre sa poitrine. « Alors que c'est la seule chose que je demande, pourquoi le destin refuse-t-il de me l'accorder ?» Régulus resserra ses bras autour d'elle. Sa cousine tremblait de plus en plus fort, et ses larmes lui déchiraient le cœur. « Quand je pense que cette garce de Juliette attend déjà un enfant, et qu'elle ose se plaindre devant moi de ne pas pouvoir goûter le champagne. Oh, comme je la hais, Reggie, si tu savais !» Et elle sanglota de plus belle, laissant ses larmes couler sur l'épaule de son cousin. Tout en la serrant dans ses bras, Régulus réfléchissait avec intensité. Narcissa avait raison. Cette attente désespérée était un véritable mystère auquel personne ne semblait en mesure de trouver une explication. Et lui, qui avait tant d'admiration pour le savoir sans limite de la communauté sorcière, il devait bien admettre que les difficultés à concevoir, et plus largement tout ce qui touchait au corps des femmes, n'avaient jamais fait l'objet d'investigations sérieuses et restaient un mystère pour la plupart des sorciers, du moins à sa connaissance. Il se souvint furtivement d'une dispute qui avait opposé ses 2 parents, pendant laquelle sa mère avait affirmé que même les moldus étaient plus savants que les sorciers en ce qui concernait la santé des femmes, mais il chassa bien vite ce souvenir de son esprit, refusant de croire une telle chose. Sa mère avait dit cela par pure provocation, voilà tout. Un long moment passa sans qu'ils ne se parlent, puis, dépassé par sa propre impuissance, Régulus se jeta à l'eau. « Je peux essayer de trouver quelque chose ?» osa-t-il dire. Les sanglots de Narcissa s'espacèrent. Elle leva la tête et le regarda sans comprendre. « Quelque chose pour t'aider à avoir un enfant, » précisa Régulus. « Je ferai des recherches en cachette. Je me débrouillerai. Je suis sûr qu'il existe un moyen, caché dans l'un des livres de la réserve. Mais en échange, promets-moi de ne plus boire ces satanées potions et de ne plus rien acheter à ces charlatans. » Il avait parlé avec autant de fermeté que possible. Narcissa hocha la tête avec conviction, et avant qu'elle ne change d'avis, Régulus décida de la ramener à l'intérieur afin de jeter ses maudits livres et ses potions au feu. Mais alors qu'il la tirait doucement par le bras, Narcissa résista, semblant se rappeler quelque chose. « Il y a autre chose que j'aimerais te demander, » avoua-t-elle en reniflant. D'un hochement de tête et avec un sourire attentif, Régulus l'encouragea à poursuivre. À cet instant, il se sentait capable de lui promettre n'importe quoi pourvu que cela puisse la consoler un peu. « Est-ce que tu parles encore à Sirius, de temps en temps ?»
Le sourire de Régulus se figea immédiatement. Il s'était préparé à tout entendre, sauf le prénom qu'il essayait constamment de chasser de ses pensées. « Non, pas du tout, » répondit-il, soudain tendu. « Qu'est-ce que tu lui veux ?»« Eh bien, » hésita Narcissa. « Pas grand-chose. Je voulais seulement m'assurer qu'Andromeda était en sécurité. Ils étaient assez proches avec Sirius, et je suis certaine qu'ils échangent des lettres de temps en temps. Alors... » Régulus haussa les sourcils, surpris. « C'est tout ce que je veux savoir, » supplia Narcissa. « Tu le sais peut-être, les mange-morts tiennent une liste de toutes leurs cibles prioritaires, et Ted fait partie des premiers noms. S'ils parviennent à les trouver... » Son regard se perdit dans le lointain, et elle frissonna. « Je ne savais pas que tu pensais encore à elle, » avoua Régulus. « Tu ne m'en as jamais parlé. »« Bien sûr que je pense à elle, » murmura Narcissa. « Je pensais que tu lui en voulais. »« Je lui en veux d'être partie, » acquiesça Narcissa. « Je lui en veux terriblement, mais si elle mourait... » Elle blêmit et dut s'agripper au bras de Régulus, tant cette pensée l'horrifiait. « Tu es sûr que tu ne peux pas poser la question à Sirius, ou bien l'écouter en cachette, discrètement? Peut-être qu'il parle d'elle à ses amis. »« Je peux essayer, » céda Régulus, « mais je ne te promets rien. Je n'ai pas parlé à Sirius depuis son départ. » Sans accorder la moindre importance à ses réserves, Narcissa le prit dans ses bras et le serra de toutes ses forces. « Merci, Reggie, merci infiniment. » Lorsque leur étreinte prit fin, ils réalisèrent qu'ils étaient tous les deux couverts de neige, et Régulus, qui avait cédé sa cape à Narcissa au début de leur échange, ne parvenait plus à maîtriser ses propres tremblements. « Rentrons, » décida Narcissa en voyant cela. « Allons nous réchauffer à l'intérieur. » Régulus acquiesça, soudain frigorifié. Tous les deux s'éloignèrent du Flavirier argenté en se dirigeant approximativement vers le manoir, perdu quelque part dans le blizzard, repérable grâce à la lumière chaleureuse qui irradiait de ses innombrables fenêtres. Ils devaient se tenir l'un à l'autre pour ne pas glisser. « Tu as raison, je vais jeter ces livres et ces potions, » décida Narcissa alors qu'ils s'approchaient du manoir. « De toute manière, ils coûtent une fortune et me donnent terriblement mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi je ne t'en ai pas parlé plus tôt. Je crois que j'avais honte. »« Tu n'aurais pas dû, » s'indigna Régulus. « N'en parlons plus. Maintenant, tu sais tout, et c'est tant mieux. Tu as toute ma confiance pour trouver quelque chose qui puisse m'aider. »« Et je ferai de mon mieux pour en être digne, » promit Régulus. Son ton solennel fit rire Narcissa, et Régulus devina que c'était la première fois qu'elle riait depuis longtemps. Arrivés sur le seuil de la cuisine, tous les deux s'arrêtèrent pour se retourner et contempler une dernière fois le halo argenté qui brillait derrière eux. Ils avaient la sensation étrange de retourner dans la réalité après ce long moment hors du temps, coupé de tout repère. « Joyeux Noël, Reggie !» dit Narcissa avec reconnaissance. « Joyeux Noël à toi aussi, Sissi !» conclut Régulus en lui souriant en retour.